peut-on sauver des vies grâce à la transfusion sanguine? Il y a plusieurs composants dans le sang. Les globules blancs qui défendent le corps contre les maladies, les globules rouges qui transportent l'oxygène des poumons dans tout le corps, les plaquettes qui permettent la cicatrisation des plaies et stoppent les hémorragies, et le plasma qui transporte les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes et tout ce dont notre corps a besoin. D'où vient le sang? Mais au fait, quels sont les tests effectués sur le sang pour s'assurer qu'il est utilisable? Alors, d'abord, on cherche à savoir ce qu'il y a vraiment dans les produits, c'est-à-dire on caractérise bien les globules rouges, savoir s'ils sont A+, O+, O-, B-, tout ça, le groupe sanguin. Oui. Et puis on cherche aussi à savoir qu'il n'y a pas dedans des maladies qu'on n'a pas le droit de transmettre. Donc on fait ce qu'on appelle des dépistages de maladies, de virus. Par des techniques un petit peu compliquées à expliquer comme ça, mais soit on détecte comment le corps réagit quand il y a un virus, donc ça on détecte les anticorps, soit on détecte le génome du virus, et donc ça c'est on détecte l'ADN par une méthode de dépistage génomique, ça s'appelle. Mais alors, puisqu'il y a tous ces tests réalisés, comment cela se fait-il que l'on ne peut pas commencer à donner son sang après 60 ans si l'on n'a pas donné régulièrement? Bon, ça c'est juste parce que, comme tu le sais pas encore, les gens âgés ont de plus en plus de maladies, quoi, et donc voilà, c'était juste une limite pour la santé, en sachant que les gens qui donnent depuis très longtemps, on les connaît bien, donc on sait qu'ils n'ont pas de pathologie, etc. Mais que quand ils n'ont pas donné, on considère qu'après 60 ans, c'est une espèce de barrière d'âge liée aux maladies qu'ils peuvent avoir, quoi. Ok, d'accord. Maladies cardiaques, maladies pulmonaires, ces trucs-là. Ok, d'accord. C'est bien beau tout ça, sauver des vies en donnant son sang. Mais peut-on rencontrer des problèmes pendant ou après un don de sang? Alors, lors d'un don de sang classique, il n'y a pas tellement de problème. C'est-à-dire que bon, l'infirmière peut avoir du mal à trouver la veine là, pour mettre l'aiguille. On peut avoir un peu mal au moment de l'aiguille. On peut avoir un peu mal et beaucoup peur. Ou beaucoup mal, mais rarement, parce que les infirmières qui font ça sont quand même très habituées, et donc elles font ça, d'abord elles sont très sympas, et puis d'autre part elles font ça doucement, quoi. De temps en temps il peut y avoir un hématome après le prélèvement de sang, et puis en gros c'est à peu près tout, hein. Et ils peuvent tomber dans les pommes aussi les gens des fois. Alors les gens peuvent avoir tellement peur qu'ils tombent dans les pommes, mais c'est pas lié au sang qu'on prélève, c'est lié à l'ambiance, ça s'appelle un malaise vagal. Quand ils ont un peu faim, quand ils ont un peu chaud, on peut tomber dans les pommes à un concert, hein, juste parce qu'on a faim, chaud, etc. Donc c'est un peu la même chose. Là en plus il y a l'ambiance qui est un peu médicalisée, et puis le fait qu'on a très peur de la piqûre qui augmente encore la possibilité de... Mais ça arrive pas souvent. Hein. Ok, d'accord. Puisqu'on a vu qu'on pouvait rencontrer des problèmes lors d'un don de sang, il doit sûrement y avoir des lois et des contraintes. Quelles sont-elles? Ah bah oui, on a déjà parlé d'une des premières, c'est qu'il y a les candidats au don, ils sont vus par une personne qualifiée, c'est-à-dire qui connaît le boulot de l'entretien pré-don. Et donc on passe en revue ses habitudes, ses voyages, ses maladies, pour éviter de prélever des gens chez qui ça serait dangereux de faire le prélèvement. Et puis on évite aussi de prélever des gens chez qui le don peut être dangereux pour celui qui le reçoit. Donc là, il y a une énorme contrainte à ce niveau-là, et puis derrière, il y a des contraintes aussi sur la préparation des produits, parce que c'est pas le produit qui sort de nous qui est donné aux patients, il y a toute une préparation qui se fait pour bien soit trier les globules, enlever le plasma, etc. tout ça. Et donc il y a une vraie préparation quasi industrielle de ces produits. Donc là, qui est aussi pleine de contraintes. Mais que se passerait-il si le corps ne possédait pas assez ou trop de globules rouges et blancs, de plasma ou encore de plaquettes? Alors en général on le sait avant, c'est-à-dire que l'entretien prénom dont on parlait tout à l'heure permet d'éliminer, enfin de refuser les candidats au don qui risquent d'avoir des pathologies comme celles que tu évoques là. Et quand on ne le sait pas avant, il y a un test qui est fait sur le produit prélevé pour éviter de le donner au patient. C'est-à-dire que le truc s'arrête, on prévient évidemment le donneur qu'il y a un problème, et donc le donneur devient quelqu'un qui a peut-être une pathologie à explorer, et donc il passe du côté médecine conventionnelle.
Ok, d'accord. Et s'il y en a trop? Bah, c'est pareil, c'est des signes de maladie qu'il faut explorer, et donc on interrompt le don, pas pendant, mais après, on interrompt le produit, c'est-à-dire que le produit ne part pas dans le circuit de distribution, il est jeté. Ok, d'accord. Pourquoi peut-on avoir besoin d'un don de sang? On peut avoir besoin d'une transfusion sanguine pour plusieurs raisons. Pour un accouchement, par exemple, ou quand on a une hémorragie due à un accident, ou encore pour les grands brûlés. Ça peut aussi être utile pour certaines maladies telles que l'hémophilie, qui est une maladie hémorragique héréditaire, ou encore la leucémie, autrement appelée le cancer du sang. Après le don, en combien de catégories est réparti le sang? Le sang est réparti en deux catégories, une pour les tests, pour savoir s'il n'y a pas de maladie dedans, et une autre pour les transfusions. Mais si le sang est réparti en plusieurs catégories, y a-t-il de grandes organisations en France qui s'en chargent? Alors, il n'y en a pas 36, il y a l'établissement français du sang qui s'occupe de tout ce qui est collecte, préparation, qualification et distribution. Il y a la même chose pour l'armée, le CTSA, Centre de transfusion sanguine des armées. Et puis il y a les hôpitaux qui s'occupent de la délivrance de temps en temps, parce qu'il y a des dépôts de sang dans les hôpitaux, et de la transfusion elle-même, c'est-à-dire que l'infirmière qui pose la transfusion au patient, et le suivi se fait dans les hôpitaux, puis par tous les médecins généralistes, qui voient aussi des gens, soit qui ont été donneurs, soit été transfusés, et donc qui participent à leur manière à la transfusion. Ok, d'accord. Quand quelqu'un a besoin de sang, comment est-il transfusé? Le sang est présenté sous forme de poche. On plante une seringue dans une veine du patient et la seringue est reliée à la poche de sang. On transfuse ainsi le patient par voie intraveineuse. C'est bien organisé, mais peut-on quand même rencontrer des problèmes lors de la transfusion? Pendant la transfusion, le plus gros problème, c'est la fièvre et les frissons. Et ce problème-là, il est soit pas grave, mais le problème, c'est qu'il peut aussi être un petit peu grave, donc il faut tout de suite réagir. Dès qu'on a des frissons, dès qu'on a de la fièvre, dès qu'on se sent pas bien pendant une transfusion, il faut le signaler à l'infirmière qui sait exactement quoi faire. Et quoi faire, c'est arrêter la transfusion, faire des prises de sang pour essayer d'identifier ce qui se passe, savoir si c'est une bactérie, savoir si c'est les globules rouges qui se cassent, ou savoir si c'est juste pas grave, une fièvre et des frissons pas graves, quoi. Ok, d'accord. Si on rencontre des problèmes lors d'une transfusion sanguine, quelles sont les lois et contraintes pour notre sécurité? Alors, la transfusion sanguine, c'est un des domaines, je pense, le plus légiféré. C'est-à-dire que c'est là, il y a 15-20 textes de loi qui organisent la transfusion, qui disent qui a le droit de transfuser, comment il faut transfuser. Enfin, c'est vraiment un domaine qui est surlégiféré, parce que c'est un traitement qui est très efficace. Mais c'est un traitement qui peut aussi avoir des effets secondaires, et par exemple, il ne faut surtout pas se tromper de poche, c'est-à-dire que si on commande une poche pour toi, de globules rouges, on ne peut pas la donner à ta copine ou à ton copain, parce que vous n'avez peut-être pas le même groupe sanguin, par exemple. Ah oui. Alors que quand on te commande une boîte de Doliprane, par exemple, si ta copine prend un comprimé de Doliprane, eh ben, ça va lui faire le même effet qu'à toi, et ça ne sera pas dangereux pour elle. Tandis qu'un globule rouge, une poche de globules rouges, si on en commande une pour toi, il ne faut surtout pas la donner à ta copine. Et donc, tout ça, c'est quelque chose qui est très légiféré. Tout ce qui concerne la transfusion, c'est-à-dire du moment où on prélève, on interroge le donneur avant de le prélever, jusqu'au moment où on passe le globule au receveur, même où on le surveille derrière, bah, pratiquement chaque étape est prévue dans la loi. Notamment, par exemple, ce que doit faire l'infirmière quand elle va poser la transfusion à monsieur ou madame Truc dans telle chambre, pour s'assurer qu'elle ne s'est pas trompée de personne ou de poche de sang. Elle doit faire un certain nombre de choses très stéréotypées pour être sûre qu'elle a bien pris la bonne poche de sang prévue pour le bon patient. En dépit de tous les contrôles effectués sur le sang pour être transfusé, des maladies peuvent être transmises par celui-ci. Sont-elles dangereuses? Alors, il y a de vraies transmissions, c'est principalement des maladies infectieuses. C'est-à-dire que la transmission, elle existe chez le donneur et elle se retrouve chez le receveur après.
Donc ça, c'est principalement des maladies infectieuses, soit des bactéries, soit des virus, soit des parasites. Évidemment, tous les efforts sont faits pour limiter considérablement ces transmissions, mais bon, le risque zéro n'existe pas non plus en transfusion, même si c'est très sécurisé. Donc ça arrive encore de temps en temps, malgré toutes les précautions qu'on prend. Et puis il y a d'autres maladies qui arrivent après transfusion, par exemple quand on transfuse trop quelqu'un, ça peut donner des problèmes pulmonaires. Donc il faut faire très attention chez les gens qui ont un cœur qui ne fonctionne pas très bien, à transfuser doucement. Mais ça, c'est pas vraiment de la transmission de maladie, c'est une maladie conséquence de la transfusion, mais pas une transmission réelle. Ok. On parle de don de sang total, mais qu'est-ce que le don de plaquettes? Le don de plaquettes, c'est un don de sang particulier, puisque dans le sang, il y a du plasma, des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Et donc, soit on donne du sang, et puis après, on trie le sang pour récupérer les plaquettes, pour faire des produits de plaquettes, soit on fait un don spécial plaquettes, où il y a une machine qui fait le tri des plaquettes et qui te réinjecte les globules rouges, globules blancs et plasma dans le même temps. Ça s'appelle une aphérèse, c'est un mot un peu grec quand même. Et donc, c'est cette technique-là. Donc c'est plus long qu'un don du sang, puisque ça dure 1 heure, alors que le don du sang, ça dure une demi-heure, une petite demi-heure. C'est plus long, mais on a pris un produit qui est entièrement, enfin très majoritairement composé de plaquettes. Ok. Et le corps, il met combien de temps pour refaire les plaquettes qu'on prend? Je ne sais pas, mais je crois que c'est moins d'1 semaine. Ah, mais c'est quand même plus long que le sang. Oui, c'est un peu plus long, mais globalement, le corps ne voit pas la différence. Ok. Et ça, je pourrais regarder exactement combien de temps ça prend, mais je dois l'avoir pas ici, mais chez moi, mais je pense que c'est très rapide. Okay. On prélève le sang du donneur, puis on isole ses plaquettes et ensuite on lui réinjecte son sang. Le sang nous cache-t-il encore des secrets? Quel type de recherche fait-on pour découvrir tous les secrets du sang? Alors, avec le sang lui-même, on peut faire plein de recherches parce que, par exemple, les groupes sanguins sont très différents chez les uns et chez les autres. Donc, une des voies de recherche, c'est d'essayer de trouver des globules qui puissent convenir à tout le monde. Une des voies de recherche, on vient d'en parler, c'est de fabriquer des globules au laboratoire en quantité suffisante pour faire des transfusions. Ça voudrait dire qu'on pourrait prendre les globules de quelqu'un et fabriquer ses propres produits transfusionnels. Donc ces deux trucs-là, c'est important. Et puis il y a toutes les recherches sur la fonction des globules rouges et des plaquettes qui sont, comme on n'en a pas encore parlé, mais c'est le transport de l'oxygène pour les globules rouges et la coagulation pour les plaquettes. Quel secret a-t-on réussi à percer à jour? Bon, on a trouvé plein de trucs. On a identifié tous les globules rouges, tous les groupes de globules rouges qui existent. Et il y a plein de groupes sanguins en fait. On parle que du ABO et du Rhésus, mais il y en a plein d'autres qui existent, qui sont des molécules qui peuvent caractériser un globule rouge et donc une population de cellules, une population de personnes aussi. Un antigène est une protéine qui va être reconnue par le système immunitaire et un anticorps combat un antigène spécifique. Il y a un système de reconnaissance de différents groupes sanguins. C'est le système ABO. Le groupe A a des anticorps B et des antigènes A. Il ne reçoit que du groupe A et O et ne donne qu'au groupe A et AB. Le groupe B a des anticorps A et des antigènes B. Il ne reçoit que du groupe B et O et ne donne qu'au groupe B et AB. Le groupe AB a tous les antigènes mais aucun anticorps. C'est pourquoi il est le receveur universel. Le groupe O n'a aucun antigène et tous les anticorps. C'est pourquoi il est le donneur universel. On a trouvé tout ce qui concerne la défense anti-infectieuse, puisque ça c'est les globules blancs. Il y a plusieurs familles de globules blancs, dont les granulocytes. Ils sont répartis en 3 types différents, les neutrophiles, les éosinophiles et les basophiles. Il y a également les monocytes ou les macrophages et les lymphocytes. Les rejets de greffe, les transplantations cellulaires, c'est un énorme champ de recherche. Et puis tout ce qui est plaquettes, et donc notamment les thromboses, quand les vaisseaux se bouchent, là, tout ça c'est de la recherche qui est faite sur les plaquettes. 10 000 dons par jour sont nécessaires pour répondre aux besoins des malades. Votre sang est précieux, il peut sauver des vies. Venez le donner. Donner son sang, c'est être 100% solidaire et faire un geste 100% utile.